L'essentiel en 30 secondes, le décalage horaire, ne vient pas du vol en lui-même, il vient du fait que votre horloge interne continue d'indiquer l'heure du départ pendant que le monde autour de vous en affiche une autre. Votre organisme se recale d'environ 1 heure par jour lorsque vous voyagez vers l'Est et d'environ 2 heures par jour lorsque vous voyagez vers l'Ouest. Un vol de Genève vers New York, qui franchit 6 fuseaux vers l'Ouest, demande donc environ 3 jours de resynchronisation, alors que le même trajet au retour en réclame environ 6. Le levier le plus puissant dont vous disposez reste la lumière, à condition de la rechercher et de l'éviter aux bonnes heures, selon le sens du trajet. La mélatonine réduit la sévérité des symptômes sur les vols franchissant 5 fuseaux ou plus, mais elle ne remplace pas la gestion de la lumière et son heure de prise compte davantage que sa dose. Vous atterrissez à Tokyo un mardi matin après une nuit hachée et vous vous sentez étonnamment lucide. C'est le lendemain, en milieu d'après-midi, que la journée s'effondre, avec une envie de dormir irrésistible, une digestion qui ne suit plus et une impression de brouillard mental qui ne cède pas au café. Ce décalage entre ce que vous ressentez et ce que la montre affiche porte un nom précis en médecine du sommeil, et il correspond à un phénomène biologique bien décrit, la désynchronisation de votre horloge biologique par rapport à l'heure locale. Cet article ne réexplique pas le fonctionnement du rythme circadien, qui fait l'objet d'une publication dédiée. Il traite d'un problème plus concret, ce qui se passe réellement dans l'organisme quand vous franchissez plusieurs fuseaux, et ce que la recherche permet de recommander pour raccourcir la période d'adaptation. Ce qui se dérègle réellement quand vous franchissez plusieurs fuseaux. Votre organisme abrite un chef d'orchestre situé dans l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique, qui impose un tempo d'environ 24 heures à la sécrétion de mélatonine, à la température corporelle, à la pression artérielle et à la digestion. Ce chef d'orchestre ne se met pas à l'heure en consultant votre téléphone. Il se règle sur des signaux extérieurs, dont le plus déterminant est la lumière reçue par la rétine. Lorsque vous franchissez 7 ou 8 fuseaux en une dizaine d'heures de vol, votre corps arrive à destination avec un réglage inchangé. Les organes périphériques, qu'il s'agisse du foie, de l'intestin, du tissu adipeux ou des muscles, possèdent eux aussi leurs propres horloges, et ils ne se recalent ni au même rythme, ni forcément dans le même sens que le cerveau. Cette dispersion interne explique la nature des symptômes. Le sommeil se dérègle, mais également l'appétit, le transit et la vigilance, chacun sur son propre calendrier. Le mot fatigue est donc trompeur. Une nuit blanche produit un manque de sommeil que vous rattrapez en dormant davantage. Le décalage horaire produit un conflit d'horaires internes que dormir plus longtemps ne résout pas, puisque le problème porte sur le moment où votre biologie estime qu'il faut dormir et non sur la quantité de sommeil. Le chiffre à retenir, 24,18 heures, c'est la période intrinsèque moyenne de l'horloge circadienne humaine, mesurée en 1999 par l'équipe de Charles Czeisler à Harvard sur des sujets isolés de tout repère temporel. Votre horloge tourne donc naturellement un peu plus lentement que la rotation de la Terre et elle a spontanément tendance à retarder plutôt qu'à avancer. Cette différence de 11 minutes par jour est la clé de tout ce qui suit. Cette tendance naturelle au retard a une conséquence directe sur la vitesse à laquelle vous récupérez et sur le fait que tous les voyages ne se valent pas. Combien de jours faut-il vraiment pour récupérer d'un décalage horaire? Une revue systématique publiée dans Cureus en 2024 retient l'ordre de grandeur suivant. Comptez environ 1 jour de resynchronisation par fuseau horaire franchi vers l'Est, soit 1 heure d'ajustement par jour, et environ un demi-jour par fuseau franchi vers l'Ouest, soit environ 2 heures par jour. Les auteurs précisent qu'il s'agit d'une moyenne et non d'une loi individuelle. Concrètement, un vol de Paris ou de Genève vers New York qui franchit 6 fuseaux vers l'Ouest demande environ 3 jours. Le même trajet dans l'autre sens, de New York vers l'Europe, en demande environ 6. Un vol de Genève vers Tokyo, qui franchit 7 à 8 fuseaux vers l'Est selon la saison, peut réclamer 1 semaine avant que l'ensemble de vos rythmes soit réaligné. Il faut cependant nuancer ces chiffres sur 2 points. D'abord, la resynchronisation n'est pas un interrupteur. Vous vous sentez à peu près fonctionnel, bien avant que l'ensemble de vos rythmes hormonaux et métaboliques soient réalignés. Ensuite, la vitesse dépend fortement de ce que vous faites de votre exposition lumineuse. Un voyageur qui reste enfermé dans une chambre d'hôtel, au rideau tiré, se recale beaucoup plus lentement que celui qui sort au bon moment de la journée.
pourquoi les vols vers l'Est sont plus difficiles que les vols vers l'Ouest. Cette asymétrie n'est pas une impression subjective de grands voyageurs, elle s'explique principalement par la période de 24,18 heures évoquée plus haut. Voyager vers l'Ouest revient à allonger votre journée, ce qui va dans le sens de la pente naturelle de votre horloge. Voyager vers l'Est revient à la raccourcir, donc à forcer une avance de phase, et c'est l'exercice que votre biologie réalise le moins bien. La conséquence pratique tient en une phrase: un vol vers l'Est se prépare avant le départ, en avançant progressivement l'heure du coucher, alors qu'un vol vers l'Ouest se gère presque entièrement à l'arrivée. Une étude observationnelle publiée dans Frontiers in Physiology en 2022 a documenté cette association sur un terrain inhabituel, 11 481 matchs de saison régulière de la NBA sur 10 saisons. Les équipes recevant à domicile après un déplacement vers l'Est présentaient un différentiel de points inférieur de 1,29 points en moyenne et un différentiel de rebond inférieur de 1,29 rebonds. Ces deux valeurs identiques figurent telles quelles dans la publication et ne sont pas une erreur de recopie. La différence observée sur la probabilité de victoire, de l'ordre de 6 points de pourcentage, n'atteignait en revanche pas le seuil de significativité statistique et ne peut donc pas être présentée comme un résultat établi. Aucune association significative n'a été retrouvée pour les déplacements vers l'Ouest. Il s'agit d'une étude observationnelle sur des sportifs professionnels avec de nombreux facteurs de confusion possibles comme la densité du calendrier ou la qualité des adversaires. Elle n'établit aucun mécanisme causal et ne se transpose pas à votre semaine de travail, mais elle donne un ordre de grandeur du phénomène sur des tâches exigeant de la précision. Reste à savoir quand exactement chercher la lumière et quand la fuir, car un même rayon de soleil produit des effets opposés selon l'heure biologique à laquelle il vous atteint. La lumière est votre levier le plus puissant, mais tout dépend de l'heure à laquelle vous la recevez. La lumière ne se contente pas de vous réveiller, elle déplace physiquement votre horloge, et le sens de ce déplacement dépend du moment où elle survient. Les travaux de Khalsa et Zeisler, publiés dans le Journal of Physiology en 2003, menés en laboratoire sur 21 sujets, ont établi cette relation avec précision chez l'humain. Une exposition lumineuse de 6,7 heures produit un retard de phase pouvant atteindre 3,60 heures ou une avance pouvant atteindre 2,01 heures selon l'instant où elle est administrée. Le point de bascule se situe au minimum de température corporelle qui tombe en pratique environ 2 heures avant votre heure habituelle de réveil. La lumière reçue avant ce point retarde votre horloge. La lumière reçue après ce point l'avance. Notez au passage que l'avance maximale possible est nettement plus faible que le retard maximal, ce qui confirme biologiquement la difficulté des voyages vers l'Est. Cette même exposition à la lumière du soleil joue par ailleurs d'autres rôles physiologiques indépendants du réglage horaire, éléments vol vers l'Est, Europe vers Asie, vol vers l'Ouest, Europe vers Amérique, ajustement demandé à l'horloge 1, avance de phase 1, retard de phase vitesse, moyenne de récupération, environ 1 heure par jour, soit 1 fuseau par jour, environ 2 heures par jour, soit 2 fuseaux par jour, lumière à rechercher sur place, cherchez-la en fin de matinée et en milieu de journée, cherchez-la en fin d'après-midi et en début de soirée, lumière à éviter sur place, évitez-la pendant les 2 à 3 premières heures après le lever du jour, durant les 2 à 3 premiers jours, évitez-la au petit matin très précoce. Préparation. Avant le départ, elle est utile et documentée. Elle est peu utile. L'adaptation se fait à l'arrivée mélatonine A, prendre au coucher local, c'est l'usage le mieux documenté. Le bénéfice attendu est moindre, cette préparation avant le départ n'est pas théorique. Helen Burgess et Sharman Eastman ont montré en 2003, chez 28 adultes en bonne santé âgés de 22 à 43 ans, que 3 jours d'avance progressive du coucher, à raison d'1 heure par jour, décalaient réellement l'horloge interne mesurée par la sécrétion de mélatonine. En lumière faible le matin, l'avance obtenue n'était que de 0,6 heures. Avec une exposition lumineuse matinale intense, elle atteignait 1,5 heures en lumière intermittente et 2,1 heures en lumière continue. Autrement dit, décaler ces horaires ne suffit pas. Il faut y associer le signal lumineux pour que le corps suive. Le réflexe à emporter dans votre bagage à main. Glissez une paire de lunettes de soleil dans vos affaires et portez-les à la sortie de l'avion si vous arrivez tôt le matin après un vol vers l'Est. Bloquez la lumière pendant les 2 à 3 premières heures qui suivent le lever du jour. Durant les 2 à 3 premiers jours, évite de pousser votre horloge dans la direction opposée à celle que vous recherchez.
Mélatonine et décalage horaire, quelle dose, à quelle heure, et ce qu'elle ne fait pas. La mélatonine est l'une des rares molécules à disposer d'une revue Cochrane spécifiquement dédiée au décalage horaire. Herxheimer et Petrie ont analysé 10 essais et conclu qu'elle réduisait le décalage horaire lors des vols franchissant 5 fuseaux ou plus, en particulier vers l'Est. Cette revue a été publiée en 2002 et n'a pas fait l'objet d'une actualisation depuis, ce qui invite à la considérer comme un socle solide, mais ancien plutôt que comme un état de l'art récent. 3 enseignements pratiques ressortent de cette revue. Premièrement, les doses comprises entre 0,5 et 5 mg se révèlent d'efficacité comparable sur le décalage horaire lui-même, la dose de 5 mg induisant un endormissement plus rapide et une meilleure qualité de sommeil que la dose de 0,5 mg, sans différence sur le décalage horaire proprement dit. Au-delà de 5 mg, aucun bénéfice supplémentaire n'a été mis en évidence. Deuxièmement, la forme à libération prolongée dosée à 2 mg s'est montrée inefficace, ce qui suggère qu'un pic bref et net vaut mieux qu'une diffusion étalée. Troisièmement, le moment de la prise est déterminant. La prise doit avoir lieu à l'heure du coucher visé à destination, entre 22 h et minuit heure locale. Il faut être clair sur ce que la mélatonine n'est pas. Elle ne fonctionne pas comme un somnifère. Elle envoie à votre cerveau un signal d'obscurité et son effet reste modeste comparé à celui d'une exposition lumineuse correctement placée. Elle ne rattrape pas davantage une gestion de la lumière qui irait dans le mauvais sens, ce qui doit vous alerter avec la mélatonine. Prise trop tôt dans la journée, elle produit l'effet inverse de celui recherché. Elle induit une somnolence intempestive et retarde l'adaptation à l'heure locale. Pour cette raison, ne conduisez pas, ne prenez pas le volant d'une voiture de location et n'utilisez pas de machine dans les heures qui suivent une prise, y compris lorsque la dose est faible. La revue Cochrane signale par ailleurs des cas rapportés, justifiant une prudence particulière chez les personnes épileptiques et chez celles traitées par anticoagulants de type warfarine. Une utilisation ponctuelle en voyage ne dispense pas d'en parler à votre médecin, si vous suivez un traitement, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. La lumière et la mélatonine agissent sur le chef d'orchestre. Les repas, eux, s'adressent à un tout autre étage de l'organisme. Les repas et le jeûne recalent à votre foie, pas votre cerveau. L'idée qu'un jeûne pendant le vol permettrait de reprogrammer l'horloge circulait largement avant d'être testé rigoureusement chez l'humain. Le travail de Weerens et Johnston, publié dans Current Biology en 2017, a apporté une réponse nette. En décalant les repas de 5 heures chez 10 hommes jeunes en bonne santé, dont 7 seulement ont fourni des biopsies de tissus adipeux, les chercheurs ont observé un décalage du rythme du glucose plasmatique de 5,69 heures et un décalage de l'expression du gène horloge PR2 dans le tissu adipeux de 0,87 heures. En revanche, les marqueurs de l'horloge centrale, mélatonine et cortisol plasmatique, n'ont pas été significativement modifiés. Sur un échantillon de cette taille, exclusivement masculin et jeune, l'absence de différence significative ne prouve pas l'absence totale d'effet, et le résultat ne se généralise pas tel quel aux femmes ni aux personnes âgées. Ce résultat ne doit pas être lu comme une déception. Il délimite exactement ce que l'heure des repas permet d'obtenir. L'heure de vos repas synchronise vos horloges périphériques, celles du foie, du tissu adipeux et du métabolisme du glucose, mais elle ne déplace pas le chef d'orchestre central. Manger aux horaires locaux dès l'arrivée reste utile, parce que cela réduit la dispersion entre vos différentes horloges internes et améliore le confort digestif. Cela ne remplace pas la lumière pour recaler le sommeil. Un mot sur le jeûne pendant le vol. Il n'existe pas de preuve solide chez l'humain qu'un jeûne prolongé accélère la resynchronisation centrale. Ce qui est raisonnable, c'est de ne pas manger un repas complet au milieu de votre nuit biologique et de reprendre des repas structurés à l'heure locale dès le premier jour. Si vous avez l'habitude d'écouter votre faim pour décider de manger, sachez qu'elle ne suivra pas immédiatement. Dans l'étude de Weerens, le décalage des repas n'a pas modifié le rythme de la faim subjective, qui est resté calé sur son réglage antérieur. L'alcool mérite une mention à part. Une revue systématique avec méta-analyse publiée dans Sleep Medicine Reviews en 2025 montre que la consommation d'alcool retarde l'apparition du sommeil paradoxal et en réduit la durée, et que cette perturbation apparaît dès une dose faible, inférieure ou égale à 0,50 g par kilo de poids corporel, soit environ 2 verres standards, puis s'aggrave à mesure que la dose augmente. Le lien entre alcool et qualité du sommeil est donc suffisamment documenté pour que l'éviter sur les vols long courriers constitue une décision simple et rentable.
Ce que valent vraiment les applications anti-jet lag, plusieurs applications proposent aujourd'hui un plan personnalisé d'exposition et d'évitement de la lumière, calculé à partir de votre chronotype, de vos horaires de sommeil habituels et des détails de votre vol. Leur principe est solide. Elles appliquent les courbes de réponse à la lumière établies en laboratoire, exactement celles décrites plus haut, ce qui est plus précis qu'une recommandation générale de s'exposer à la lumière du jour en arrivant. Il faut néanmoins situer précisément le niveau de preuve. À notre connaissance, les données d'efficacité mises en avant par ces outils reposent sur des enquêtes auprès de leurs propres utilisateurs, plutôt que sur des essais randomisés, contrôlés, publiés dans la littérature scientifique indexée. Un utilisateur qui achète une application, planifie son voyage à l'avance et suit un protocole est par définition un voyageur motivé, ce qui rend impossible de séparer l'effet de l'outil de celui du comportement. La position raisonnable consiste donc à les considérer comme des calculateurs pratiques plutôt que comme des dispositifs validés. Elle vous évite une erreur de raisonnement fréquente, celle de s'exposer à la lumière du mauvais côté de votre minimum de température corporelle, et ce service n'a rien d'anecdotique. Le même raisonnement de prudence vaut pour les données de sommeil de votre montre connectée pendant les jours qui suivent le vol, dont l'interprétation devient particulièrement instable en période de désynchronisation. Votre protocole 1. 3 jours avant un vol vers l'Est, avancez votre coucher d'1 heure par jour et cherchez une lumière forte dès le réveil. Pourquoi, sans lumière matinale, avancer son coucher ne déplace presque pas l'horloge interne? Associée à une exposition lumineuse intense, la même avance vous fait gagner jusqu'à 2 heures avant même de décoller. Pour un vol vers l'ouest, cette préparation est inutile. 2. Dès l'embarquement, réglez votre montre sur l'heure de destination et alignez sommeil et repas sur elle. Pourquoi? Ce réglage n'a rien d'un artifice psychologique. Il vous donne le repère qui vous permet de décider quand fermer les yeux, quand refuser un plateau repas et quand allumer votre lampe de lecture en fonction de la journée qui vous attend et non de celle que vous quittez. 3. Évitez l'alcool en vol et buvez régulièrement de l'eau. Pourquoi? La méta-analyse publiée dans Sleep Medicine Reviews montre que le sommeil paradoxal est perturbé dès environ 2 vers standard, ce qui ajoute une dette de récupération à un organisme qui doit déjà gérer une désynchronisation. 4. Les 2 à 3 premiers matins à destination après un vol vers l'Est, portez des lunettes de soleil pendant les 2 à 3 premières heures qui suivent le lever du jour, puis exposez-vous largement à la lumière en fin de matinée. Pourquoi? La lumière reçue avant votre minimum de température corporelle retarde votre horloge alors que vous cherchez à l'avancer. Au-delà de 7 fuseaux franchis, prolongez la protection jusqu'en milieu de matinée les 2 premiers jours, car votre minimum de température corporelle tombe alors tard dans la matinée locale. Après un vol vers l'ouest, faites l'inverse et privilégiez la lumière de fin de journée. 5. Prenez vos repas aux horaires locaux dès le premier jour, même sans faim. Si vous êtes traité pour un diabète, en particulier par insuline ou par sulfamide hypoglycémiant, ce décalage des horaires de repas doit être préparé avec votre médecin avant le départ, car il modifie le calage de vos prises de traitement et expose à un risque d'hypoglycémie. Pourquoi? Les repas synchronisent vos horloges périphériques, celles du foie et du métabolisme du glucose, ce qui réduit la dispersion entre vos rythmes internes et raccourcit l'inconfort digestif, même si cela ne déplace pas l'horloge centrale. Les situations qui demandent un avis médical avant le départ. Un diabète traité par insuline ou par sulfamide hypoglycémiant impose de revoir le calage des repas et des injections avec votre médecin avant de décaler vos horaires. Une épilepsie, un traitement anticoagulant, une grossesse ou un allaitement imposent le même avis avant tout recours à la mélatonine. Toute pathologie chronique ou tout traitement au long cours justifie de préparer le voyage en consultation plutôt qu'à l'aéroport. Avertissement médical. Cet article présente une synthèse de la littérature scientifique à visée informative. Il ne constitue pas un avis médical individuel et ne remplace pas une consultation. Les recommandations de décalage des horaires de repas ne s'appliquent pas telles quelles aux personnes traitées pour un diabète, chez qui l'heure des repas conditionne le calage du traitement et doit être revue avec le médecin avant le départ. La mélatonine reste un produit soumis à réglementation variable selon les pays.
Elle peut interagir avec certains traitements, notamment les anticoagulants et les traitements antiépileptiques. Elle induit une somnolence incompatible avec la conduite dans les heures qui suivent la prise, et son usage doit faire l'objet d'un avis médical en cas de pathologie chronique, de grossesse, d'allaitement ou de traitement en cours. Si vos troubles du sommeil persistent au-delà de la période attendue de resynchronisation, parlez-en à votre médecin. Pour aller plus loin, chronotype et rythme circadien. Comprendre votre horloge biologique, lumière du soleil et fenêtre d'exposition, l'impact réel sur votre biologie, départ en vacances en voiture, fatigue et métabolisme, source, Zeisler CA, Duffy JF, Shanahan TL et ALA Stability, Precision, and near 24-hour period of the human circadian pacemaker, Science, 1999, 845423, Quon 77 to 2181, DOI, 10, 1126, Science, 284, 5423, 2177, CALSA SBS, Jewett MA, Kyokin C, Zeisler CA, a phase response curve to single bright light pulses in human subjects, the Journal of Physiology, 2003, 549 3, 945 to 952, DOI, 10, 1130, J Physiol, 2003, 040477, Herxheimer A, Petrie KJ, Melatonin for the Prevention and Treatment of Jet Lag, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2002, 2, CD0, 520, DOI, 10, Lanzan 2, 146518858, CDI, 520, Burgess HJ, Crowley SJ, Gazda CJ, Fog LF, Eastman CI, Pre-flight adjustment to eastward travel, 3 days of advancing sleep with and without morning bright light, Journal of Biological Rhythms, 2003, 184, 318 to 328, DOI, 10, 1177, 748, 7304, 385, 3885, Variance, SMT, Christo S, Isherwood Say, et al. Meal timing regulates the human circadian system. Current biology, 2710, 27, 12, 1768 to 1775, A3, DOI, 10, 1016J, Cub, 2017, 04, 059, Leota J, Hoffman Day, Cheisler MA, et al. Eastward jet lag is associated with impaired performance and game outcome in the National Basketball Association. Frontiers in Physiology, 2022, 892681, DOI, 10, 3389, FS, 2022, 892681, Ahmed O, Ibrahim Aite, Al-Kasab Zaim, et al. Unraveling the impact of travel on circadian rhythm and crafting optimal management approaches, a systematic review. Curious, 2024, 1610, E71316, DOI, 10, 7759, Curious, 71316, Gardiner C, Weekly J, Burke LM, et al. The effect of alcohol on subsequent sleep in healthy adults, a systematic review and meta-analysis, Sleep Medicine Reviews, 2025, 80, 10, 2030, DOI, 10, 1016J, SMRV, 2024, 10, 2030.